Singe. Homme. Singe homme. Homme singe. Singe anthropomorphe. Quadrumane. Bonobo. Chimpanzé. Gorille. Orang ou outan. Hominidé bimane. Toi. Nous. Tous autant. Sauvage, civilisé. Limite de la limite. Sans limite. On a tous quelque chose de singe en nous. Et pour cette pièce, le metteur en scène nous a demandé de jouer avec notre singe intérieur, un peu comme un partenaire de jeu. On allait au zoo observer les singes pour s'imprégner de leurs gestes. Oui, c'était passionnant. Explorer la parenté homme-singe, aujourd'hui ça paraît naturel. Mais à l'époque de Darwin, ça n'avait rien d'évident. Dire que l'homme s'apparentait au singe, qu'il n'avait pas été créé par Dieu, c'était choquant. D'ailleurs, aujourd'hui, le débat ne semble pas clos. Charles Robert Darwin. Je suis né à Shrewsbury, Angleterre, en 1809. Mon grand-père, Erasmus Darwin, médecin naturaliste, inventeur et poète, s'était déjà déclaré contre la fixité des espèces. Mon père, Robert Waring Darwin, médecin, était membre de la Royal Society. Et ma mère, Susanna Wedgwood, la fille d'un célèbre céramiste et patron d'industrie. Je suis le deuxième garçon d'une famille de 6 enfants. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Très jeune, j'ai eu une passion de naturaliste et de collectionneur, alors que je poursuivais une scolarité difficile et ennuyeuse. À 16 ans, j'ai commencé mes études de médecine. À Édimbourg. J'étais plus intéressé par la zoologie marine que par les cours de dissection. Au bout de 2 ans, j'ai changé de voie et me suis inscrit à l'université de Cambridge pour devenir médecin de campagne. Pasteur. À cette époque, je me suis intéressé à la théologie naturelle de William Polly, qui défendait l'idée que la perfection du monde résultait de l'intervention d'une providence divine. Une fois mon diplôme en poche, mes rencontres avec le zoologiste Henslow et le géologue Sedgwick m'ont encouragé à embarquer à titre de naturaliste et sans traitement sur le vaisseau de Sa Majesté, le Beagle, brique de 10 canons qui partait pour un voyage autour du monde. La mission du Beagle était d'achever le relevé hydrographique de l'Amérique du Sud. Le voyage allait durer 5 ans. Et pour le jeune Darwin, alors âgé de 22 ans, ce fut une expérience unique, sa véritable école. Pendant tout le voyage, il eut la possibilité de renvoyer en Angleterre le fruit de ses collectes pour les faire étudier. Il recevait également des livres pour parfaire sa formation de naturaliste. Darwin n'était pas tenu de suivre le Beagle. Il a pu ainsi passer de longues périodes à terre pour approfondir ses observations. Ses carnets de voyage couvrent tous les domaines. Les climats, les mœurs, la géologie, la flore, la faune, les fossiles. Le toxodon est un des animaux les plus étranges peut-être qu'on ait jamais découvert. Par sa taille, cet animal ressemblait à l'éléphant ou au mégathérium. Mais la structure de ses dents prouve incontestablement qu'il était allié de fort près aux rongeurs, ordre qui comprend aujourd'hui les plus petits quadrupèdes. Le Beagle fait le tour de l'île Chatham, dans l'archipel des Galapagos, et jette l'ancre dans plusieurs baies. Je passe une nuit à terre, dans une partie de l'île où il y a un nombre extraordinaire de petits cônes noirs tronqués, peu élevés. Parmi les scènes qui ont fait une profonde impression sur mon esprit, aucune n'est plus sublime que l'aspect des forêts vierges qui ne portent pas encore la trace du passage de l'homme. J'éprouvais une fatigue incroyable à me traîner sur cette surface rugueuse. Mais l'aspect étrange de cette scène cyclopéenne compensait et au-delà mes fatigues. Personne, je crois, ne peut pénétrer dans ces vastes solitudes sans ressentir une vive émotion et sans comprendre qu'il y a, chez l'homme, quelque chose de plus que la vie animale. À son retour de voyage, Darwin a pu travailler sur ce qui le passionnait. Il s'est alors forgé une conviction intime que l'immense diversité des espèces observables dans le monde
ne résulte pas d'une intervention divine, le créationnisme, mais que c'est bel et bien l'œuvre de la nature elle-même. C'est ce qu'il écrit dans ce passage de l'origine des espèces. On peut dire que la sélection naturelle scrute à chaque instant et dans le monde entier les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles. Elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence. Ces lentes et progressives transformations nous échappent, jusqu'à ce que, dans le cours des âges, la main du temps les ait marquées de son empreinte. Et alors, nous nous rendons si peu compte des longues périodes géologiques écoulées, que nous nous contentons de dire que les formes vivantes sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient autrefois. En 1860, 6 mois à peine après la publication du livre sur l'origine des espèces, la très sérieuse Association britannique pour l'avancement de la science a organisé un débat dans la grande bibliothèque d'Oxford. D'un côté, on a Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford, venu faire un discours très combatif contre la théorie de Darwin. Et de l'autre, Thomas Huxley, jeune savant naturaliste, convaincu par les thèses de l'évolution. Comme il est très incisif, on l'a surnommé le bulldog de Darwin. Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford. Thomas Huxley, professeur d'université. Monsieur Huxley, il n'y a rien à chercher dans la théorie de l'évolution. Les pigeons sont ce que les pigeons ont toujours été. Les espèces n'ont pas évolué. Elles ont été créées une fois pour toutes par la puissance divine. Relisez la Bible. Mais vous, personnellement, monsieur Huxley, vous qui êtes partisan de cette théorie selon laquelle l'homme descend de l'animal, est-ce que je peux vous demander si c'est du côté de votre grand-père ou du côté de votre grand-mère que vous revendiquez votre ascendance du côté des singes? Monsieur Wilberforce, vous n'êtes pas habilité à nous dire comment nous, les savants, nous devons interpréter toutes les informations que nous trouvons dans la nature. Il n'y a pas lieu ici comme ailleurs de mélanger science et religion. Concernant l'œuvre de Charles Darwin, donnez-vous au moins la peine de la lire, au lieu de la caricaturer de manière déshonorante. Et vous comprendrez alors peut-être la théorie de l'évolution. Quant à votre petite question, je vous répondrai que je n'éprouve aucune honte d'avoir un singe comme ancêtre. Mais que par contre, je serais vraiment honteux d'avoir un lien quelconque avec un homme comme vous, qui se donne autant de mal pour obscurcir la vérité.